Bonjour à tous, bienvenue sur C'est plus que du sport pour un nouvel entretien. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Frédéric Verdier. Merci d'avoir accepté mon invitation. De rien, oui. C'est un grand honneur, un grand plaisir pour moi. Alors vous êtes l'une des voix du tennis en France depuis plus de presque 30 ans. Mais d'abord, comment tout a commencé pour vous dans le tennis? Ça a commencé avec des Jeux Olympiques que je fais pour Eurosport, qui m'avait pris comme ça à l'essai. Il y a eu une vague de départ de gens qui partaient à Canal, des plus anciens que moi. Et donc moi j'étais là, ils m'ont dit bah, tiens t'as qu'à rester. C'est des trucs un peu fortuits, quoi. Puis ensuite ça se produit, on fait commenter du foot. Sur le tennis, il y a un gars qui s'en va aussi, c'était Fred Viard, qui part à Bein Sport, ou à Canal pour faire du rugby. Ouais. Et c'est Fred Viard qui me dit mais tu fais pas que du foot, tu fais du tennis aussi. Mais dis-le au boss. Je vais le dire parce que j'étais assez. Donc je vais dire au boss, vous savez, moi aussi je fais un peu de tennis, j'aime bien ça, je m'y connais un tout petit peu, enfin bref. Et le gars me dit, bon bah on va t'essayer, hein. Il n'était pas du tout emballé. Convaincu. Il me dit, bah d'accord. Et puis il m'avait dit, borne-toi à rappeler le score, comme si vraiment il y avait que ça. Il me dit, moi tu ne prends pas de risque et puis le reste, c'est pas trop ce que tu veux. Donc j'ai commencé vraiment doucement. Puis c'est toujours pareil, au bout de quelques matchs, on fait des matchs, on comprend un peu mieux ce qui se passe sur le terrain, on prend confiance aussi, parfois on a tort d'avoir confiance, mais on y va, et puis après on est là, quoi, on est dans la place, on fait des matchs, et puis après ça coule de source. Mais je crois que vous avez joué à un plutôt bon niveau aussi d'ailleurs. Oui, mais C'est mieux que certains. Mais, en tout cas, ce qui est bien, quel que soit le niveau, c'est si vraiment on n'a jamais touché une raquette, c'est vrai que c'est embêtant. Ouais. Si on sait ce que c'est que d'avoir mal, d'avoir des courbatures, des contractures, des crampes, si on sait ce que c'est que de trembler au moment de servir pour le match, si on sait ce que c'est que de sauver une balle de match ou que d'avoir un jeu super long, enfin bref, si on a côtoyé ça avec le talent, l'enjeu, l'argent, tout en moins, mais malgré tout, si on sait ce que c'est que de se battre sur un terrain ou d'avoir du plaisir sur un terrain, de jouer, c'est quand même un plus, quoi. Donc, C'est un plus. effectivement, c'est toujours pareil, quand on parle d'un sport, c'est quand même mieux d'avoir un peu vu ce que c'était que de l'intérieur. Et on en parlait en off, mais quel a été le déclic pour devenir journaliste sportif et commentateur de tennis? Ben moi, en fait, je voulais tout faire. Je voulais vraiment, comme le journalisme, pour moi, c'est la curiosité des gens, des choses, de tout. Je me disais, ben, comme j'étais assez naïf, je ne me rendais pas du tout compte de ce qu'il fallait faire, des codes et des trucs. Je me suis dit, bah tiens, un an, je vais faire du littéraire. Donc j'étais au Figaro littéraire. Après, je vais faire de l'économie. J'ai été M6 et fait une émission économique. Après, j'étais ailleurs, je sais pas quoi. Et puis à un moment, je vois des Jeux Olympiques qui démarrent. 6 mois avant, je me dis, tiens, naïvement, hein, je me dis, tiens, bah, je ferais bien des JO pour une chaîne de télé. En me rendant pas du tout compte que personne m'attend. Enfin, j'avais fait des infos gênées sur LCI aussi, mais j'étais quand même très jeune. Et finalement, un peu au bluff, j'ai réussi à avoir des rendez-vous avec des mecs très haut placés, des patrons de services de sport. La plupart me disant, très gentil, vous êtes charmant, mais moi, pas besoin de vous aujourd'hui. Puis c'est trop tard, de toute façon c'est dans 6 mois, on a déjà nos équipes de complet. Et puis j'ai fait Eurosport, et là, le patron d'Eurosport me reçoit et il se dit, tiens, bah, il se trouve que j'ai besoin de quelqu'un de jeune pour présenter les journaux du matin avec un autre mec jeune. Ça peut être toi, voyons ce que tu vaux. Il me pose quelques questions et tout. Et j'ai plutôt du bol dans les réponses, je connais à peu près les trucs qu'il me dit. Et il a l'illusion que je connais très bien le sport, ce qui est un peu faux quand même. Mais j'ai une mémoire, voilà, Ouais. puis je suis un passionné, donc effectivement je connais des trucs, quoi. Je connais les noms, des trucs comme ça. Donc ça le bluffe plus ou moins, il se dit, oh là là, le mec connaît quand même bien. Alors qu'en fait c'est pas vrai, c'est un peu de la chance, c'est un peu de mémoire, c'est un peu de trucs comme ça. Et il finit par me dire, bah, tiens, on te prend pour les JO. Et puis après, encore une fois, double chance, c'est de voir toute une vague de départ pour Canal+. Et les mecs se disent, bah tiens, il y a le gars qui est déjà là, on a qu'à continuer à le faire bosser. Honnêtement, hein, c'est aussi beaucoup de réussite, c'est de savoir être là au bon moment. Alors après, on ne compte pas son temps, on essaie d'être bon esprit, de travailler, tout ça, mais si t'as pas un gars qui te tend la main, ou qui dit, pour l'instant, le type là, il est mauvais, mais je sens qu'il y a quand même une espèce de tout petit potentiel, où je sens qu'à minima, il est bon esprit, bah voilà, si t'as au moins ça, ça va. Ça va. Et donc, comme je l'avais dit, vous faites vos débuts à l'occasion des JO de 96 à Atlanta. Comment se passe cette arrivée à Eurosport? Donc, vous l'avez dit plutôt bien, mais quel souvenir vous avez de cette période? Parce que commencer sa carrière sur des Olympiades, c'est quand même quelque chose.
Oui, bah, il y a beaucoup d'insouciance en fait. Mhm. C'est l'avantage d'être très jeune, c'est qu'on se dit, bon, on est là, on fait. Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Il y a ça. Les émissions, elles sont à quelle heure? Ah, ok, 9h du mat. Il faut arriver à quelle heure? 2h du mat. Ah, on est là. Ouais. Et puis comme il y a cette énergie, le côté Jeux Olympiques, on ne compte pas son temps, son énergie non plus. Et puis on y va. On va dans le paquet. Et de 1996 à 2025, vous avez couvert, commenté de nombreux événements sportifs, pas que dans le tennis. Quels sont vos plus beaux souvenirs, vos moments les plus marquants que vous avez vécu dans votre carrière? C'est dur parce qu'il y a beaucoup de trucs, comment dire, une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Ouais. Alors il peut y avoir des regrets, il n'y en a pas beaucoup, mais il peut y avoir aussi des grands shoots de plaisir sur le moment, mais moi j'ai tendance à, une fois que c'est fait, bon bah je suis content, je l'ai fait, c'est super, mais je suis très excité si on me dit, tiens, dans 2 mois si tu veux, on a pensé à toi, pour, je sais pas, pour faire une rencontre avec un sportif, telle interview, ou tel tournoi, ou telle émission. C'est plus ça qui m'excite, avec le côté, ah, il y a cette émission dans 3 mois, par exemple, il faut la préparer, ou il y a un truc récurrent sur lequel j'interviens, c'est toutes les semaines ou tous les 3 jours. Et oui, tu vois, c'est plus le côté, voilà, après il y a les souvenirs, mais je sais pas, les souvenirs, je me dis pas, il n'y a pas un truc qui domine en me disant, oh là là, incroyable. Après il y a des matchs, il y a des événements, les JO d'Athènes en 2004 sur place, dans la patrie de l'olympisme, c'était exceptionnel. En plus, c'était quand même c'était un peu amateur, il y avait pas mal de trucs qui n'étaient pas à peine préparés, à peine finis. Et puis il y avait ce métro athénien là qu'on prenait sans arrêt. Non, ça c'est très fort. Mais de toute façon, tous les trucs sur place, Ouais. même un petit tournoi de tennis, un petit match de Ligue 2, de foot ou quoi que ce soit, moi à chaque fois, je suis comme un fou, vraiment. C'est toujours mieux, je trouve, parce qu'on fait vraiment notre métier. C'est toujours plus fort que de faire une finale de Grand Chelem en cabine, à Paris, devant une télé, là, dans un petit truc comme ça, avec son micro. C'est mieux que de faire un très grand match de foot, pareil, en cabine, à Paris. Je préfère nettement aller faire un match de Ligue 2 dans un petit stade, tout seul, mais être au contact des joueurs, avoir appelé l'entraîneur la veille, etc. Je trouve qu'on est vraiment dans le truc, quoi. On est dans son métier, on fait son boulot, on est au contact des gens au plus près, on a les vraies infos, même si on ne les utilise pas. On n'est pas juste à regarder sur Internet des trucs abstraits. On a eu en direct tel mec, tel autre mec, etc. On voit les gars en bord terrain, juste avant la reco terrain. Bref, ça c'est, pour moi c'est vraiment l'électrisé. Je suis très électrisé, très, très content quand je baigne là-dedans. Beaucoup plus que sur encore une fois, des grands matchs en cabine. Ouais, non, je suis d'accord avec vous sur le fait d'être sur place. Moi, j'ai grandi au Maroc, on avait un ATP, qui est le seul d'ailleurs en Afrique, qui est toujours le cas. Quand j'étais plus jeune, c'était à Casa. Casablanca. J'habite à Casa, et c'est vraiment là-bas, c'est quelque chose. D'y aller, même c'est à 250, c'est pas Roland Garros, mais on comprend beaucoup de choses en allant sur place. Bien sûr. Et maintenant qu'on a l'occasion d'être là, Roland Garros, évidemment, c'est. Même pour quelqu'un qui n'est pas fan de tennis, il faut aller comprendre ce que c'est Roland Garros. Oui, mais moi je vous dis vraiment tout ce que je pense. Vous me dites, je vous emmène à Casa, ou à Marrakech en l'occurrence, mais même, il se remonte un tournoi à Casa à 250. Ah, ce serait... S'il y a moyen de le faire, vous me dites, tiens, tu veux pas commenter le tournoi toute la semaine, même pour une somme dérisoire, mais l'excitation d'aller à Casa, vraiment, parce que j'ai été une fois 2 jours, ça compte pas, mais j'ai pas vu le site de tennis, mais aller dans une ville du monde, faire un truc, faire son boulot, un tournoi de tennis par exemple, et rester une semaine à baigner dans un tournoi comme ça, je pars demain, sans problème. Et en plus, je parlais du site, à Casa, c'est un central de plus de 5000 places, qui est vraiment énorme, qui est un peu laissé à l'abandon maintenant qu'il n'y a plus le tournoi, mais sur ce même site qui ont gagné à Razi et à l'Ainaoui à leur époque, et on jouait la Coupe Davis là-bas aussi, c'était extraordinaire. Marrakech, c'est beaucoup plus petit, mais ça a son charme quand même. Ça a son charme quand même. C'est beau ou pas? Oui, c'est un beau club, c'est un beau beau. site. Le club est petit, mais le central est beaucoup plus petit, mais c'est beau parce qu'il y a soleil, parce que c'est bien décoré, parce que c'est bien aménagé, bien sûr. Et puis l'année prochaine, les 40 ans, la 40e édition. C'est quand même c'est long pour un tournoi de tennis de rester 40 ans
40 ans On a dans tout- le Parce calendrier. que je me souviens du Grand Prix Hassan II. Oui, c'est le même, c'est lui. toujours. Oui, Hein. oui, ça s'appelle toujours Grand Prix Hassan 2, exactement. Et là, qui vient de terminer, c'est Darderi, l'Italien, Bien sûr, bien sûr. qui a pris Luca le Darderi. Ouais. Je crois que c'était son premier titre d'ailleurs. premier ou deuxième, je crois, Ouais. peut-être deuxième finale, mais effectivement, l'année dernière, Berrettini, contre les Italiens, les Italiens jouent pas mal à Marrakech. Ben, je crois que c'est Berrettini qui bat un Français, Alexandre Muller, non, l'année dernière. Non, c'est Carvalhes Baena, il y a 2 ans, Oui, et c'est Berrettini ça, bat c'est lui-même ça. Carvalhes Baena. Voilà, il l'empêche de doublé. faire le doublé. Exactement. Et d'ailleurs, les Espagnols gagnent souvent, le plus titré là-bas, petite question, le plus titré à Casa Marrakech, il a gagné dans les deux. Fernando Vicente, Non, plus récent. Carreño Busta, Non. un indice. Joueur espagnol qui- Valencian, si je me trompe pas. Ferrer, Non, l'autre. des Valencians. Ah, et âge exact de Nadal, si je me trompe pas aussi. Il a arrêté il y a 2 ans peut-être. C'est un joueur qui a arrêté il y a 2 ans. Ouais. Feliciano Lopez, Non, et Verdasco, non, et, Almagro. non plus, droitier. Et il fait 3 finales, enfin il gagne 3 fois Casa à Marrakech, et il fait une finale en 2019 contre Benoît Paire. Et il perd contre Père. Il perd que j'étais à la finale 6-2, 6-3 ou 6-3, 6-2 pour Benoît Paire. Un espagnol qui parle français. Ah Ah oui, il est très gentil. Très gentil, en plus. exactement. Ah oui, oui. Il bat Tim à Roland. Bien sûr, bien sûr. C'est pas Garcia Lopez. Il gagne aussi Garcia Lopez à Casa. Oui, un mec qui a joué des interclubs pour les Français. Ouais, exactement. Oui, je connais que lui, il a très sympa, ouais, beau jeu, équilibré des deux côtés, Ouais. souvent blessé. Il Exactement. est revenu de blessure. Il a gagné 2018 à Marrakech en étant classé 350. Il avait été Oui, classement mais protégé. comme il a un nom qui est un peu banal, je ne retrouverai pas. Pablo Andújar. C'est ça. Ah non, en plus, pas du tout si banal que ça. Oui. Même on disait, pour rigoler, on disait Andujar. Ouais, exactement. Un modèle du Jar. Exactement. Et pour revenir sur votre carrière, donc vous êtes devenu un personnage du monde médiatico-sportif incontournable. On dit dans ce métier c'est dur d'y arriver, mais c'est dur aussi de durer. Et comment vous êtes arrivé à durer depuis presque 30 ans? Le dur désir de durer. C'est vrai, c'est beau ça comme question. Comment on fait? Parce que le truc, c'est déjà, c'est pas tellement penser à ça. Je crois que c'est d'être à peu près déjà passionné, Ouais. pas trop dans le calcul, être relativement soi-même tout le temps. Parce que si vous composez un personnage, Ça se verra. mettons, vous êtes plutôt égoïste, vous jouez au mec généreux, vous êtes plutôt méchant, vous aimez bien pouvoir s'offrir les gens, vous jouez au mec très gentil. C'est des exemples, mais ça va se voir au bout d'un moment. Donc, à la limite, si vous êtes très caustique, très grinçant, eh ben, soyez-le comme ça. Voyez, au moins, vous ne trompez pas sur la marchandise. Ouais. Moi, par exemple, j'aime bien rigoler, j'aime bien parfois me moquer un peu. J'ai essayé de l'assumer depuis très longtemps. J'aime beaucoup de trucs dans la vie. J'ai des références culturelles aussi. Ouais. J'aime bien les balancer. Après, même si ça fait tilter parfois que 2 personnes sur tous ceux qui écoutent, eh ben, je suis très content quand il y a une des 2 personnes qui me dit « Ah, incroyable, j'ai compris votre ref là, j'ai la même que vous sur un truc qui peut être... » Parfois, c'est beaucoup plus grand public, évidemment. Hein. Mais en tout cas, en fait, pas trop calculer et être à peu près soi-même et à peu près aussi intègre, c'est-à-dire ne pas... voilà, encore une fois, être un peu dans le présent et dans la spontanéité, quoi. Peu importe les conséquences, alors parfois ça se passe mal, mais au moins on est capable de se regarder dans la glace et de se dire, voilà, et puis de traiter à peu près tout le monde aussi de la même manière. C'est dur hein, tout ça, je dis pas que j'y suis arrivé, mais tendre à ça pour être à peu près le même tout le temps et ne pas, je crois beaucoup à ça, ne pas trop dissimuler de choses et y aller, quoi. Droit au but. Oui, enfin, en tout cas, de pas tout le temps cogiter, parce que c'est un métier où on peut devenir parano, on peut devenir mégalo, on peut devenir... parce que fondamentalement, c'est très subjectif tout ça. Vous me dites, très comme ci, très comme ça, c'est très positif, mais un autre gars peut très bien aussi, sincèrement, dire, moi, vous m'emmerdez, je vous trouve chiant, je vous trouve mauvais, je vous trouve... Après, le goût et les couleurs, hein, Oui. On peut pas, il y a certains métiers, si vous êtes un excellent plombier ou un excellent, je sais pas, conseiller bancaire, c'est absolu, factuel. c'est un fait, Oui, mais il y a tout ça qui prouve que je suis un très bon conseiller bancaire.
Même si vous avez un directeur d'agence qui vous dit moi, je trouve que vous avez merdé avec tel client, vous allez changer d'agence, vous allez retrouver parce que vous êtes quand même un gars qui a une espèce de passé, quoi. Ces trucs-là, quand vous faites de l'antenne, que ce soit en présentation, en plateau, en chroniqueur ou même en commentaire de direct, malgré tout, il y a quand même un truc subjectif. On dit, moi je trouve qu'il fait mal vivre les choses, je trouve que sa façon de parler est chiante, il a un vocabulaire qui est soit trop primaire, soit trop ampoulé, trop prétentieux, que sais-je. Et donc ça peut être un point de vue, et vous avez le point de vue, vous vous dites, moi ce gars, je le trouve mauvais. Donc, ça crée une fragilité, et si vous n'êtes pas tout le temps dans la même crèmerie pendant 40 ans, ce qui peut arriver, moi je trouve pas ça souhaitable, mais c'est très bien aussi si ça arrive, mais si vous êtes, vous sentez une fragilité, vous vous dites, tout peut s'arrêter demain, et c'est vrai, tout peut s'arrêter très vite. Donc quand on s'aperçoit qu'on a un peu duré, on n'a pas vraiment la recette de cuisine, mais on se dit, ah oui c'est vrai finalement, tout ça, ça fait longtemps que ça dure, c'est plutôt marrant, parce que c'est pas du tout un truc prévisible. Ouais. Et autant du côté spectateur que du côté professionnel, qu'est-ce qui fait un bon commentateur de tennis? Parce que c'est un sport quand même particulier, il y a beaucoup de temps de silence, il faut presque timer, même entre les points c'est timé, donc qu'est-ce qui fait que, ça fait qu'on a une fenêtre assez courte au final pour pouvoir distiller ces infos? Alors déjà, pas avoir peur du silence. Ouais. Si vous n'avez rien à dire, ne dites rien. Il n'y a rien de pire que de remplir le silence avec des évidences. Il ne faut pas essayer de parler comme dans les années, je sais pas, les anciennes années, l'ancien temps. Il faut toujours se dire que les gens, en général, il y a des incrustations sur l'écran. Maintenant, il y a un habillage. Donc, le score, ils l'ont. Les balles de break, ils savent qu'il y en a. Vous pouvez le dire pour envoyer un peu de sauce en disant « Ah, 3 balles de break, incroyable !» Mais ce n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de dire à chaque changement de côté ou avant, voilà, 2 occasions pour revenir à 4 jeux à 3 dans ce 4e set. On rappelle que machin mène de manche à 1. Ça va, tu vois. Si tu dis 2 balles de break ou si tu dis « Ah, quelle occasion pour le gars !» ça suffit. Après, si on a des trucs qu'on a vus, voilà. Mais parfois, il faut avoir besoin de 3-4 points en observant vraiment, en étant vraiment dans le match. Et on ne dit rien pendant 2 points, puis on s'aperçoit pendant le 3e point que, décidément, il change beaucoup de trajectoire, le mec. Ou il lifte beaucoup, ou au contraire, il varie les effets, il fait des chops, il fait des slices, mais aussi il lift, aussi il fait des grosses balles avec beaucoup de volume. Ça, on s'en est aperçu parce qu'on a réussi à fermer sa bouche pendant 2 points. Et là, on peut le dire au 3e point en disant, décidément, c'est en variant en ce moment qu'il arrive à gêner l'adversaire. Voilà. Donc finalement, le silence est presque plus important que oui, la parole. Parce que si vous jactez, autant le foot, que je fais aussi quand même souvent, le foot, si vous vous taisez pendant plus de 10 secondes, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe Il est pas malaise. Oui. 10 secondes, c'est un peu un maximum, 10-15 secondes, bon, vraiment ric-rac. Mais globalement, il faut quand même jacter, quoi. Faut livrer. Il faut livrer le truc. Mais tennis, on peut se taire pendant un jeu entier, même. Mais après, il vaut mieux, si c'est pour dire pendant un jeu entier absolument rien, et au bout d'un jeu et demi, commencer à dire 2 balles de break, on va dire, faire. Il faut quand même aussi à un moment apporter quelque chose. Mais oui, c'est une espèce de balance, d'équilibre qu'il faut trouver entre essayer de ne pas être ennuyeux, apporter un truc, que ce soit technique ou d'anecdote, ou voilà. Si le match est captivant, essayer de se retirer et d'accompagner simplement, parce que le truc se suffit, c'est un tel spectacle, quelques superlatifs, des hurlements de temps en temps, et puis une ou deux petites infos bien soignées suffisent. Et si le match est emmerdant, pas hésiter à sortir un petit peu du match avec des quiz, avec des petites infos, une petite passe d'armes avec le consultant, voilà. Et du coup, est-ce qu'on prend toujours le même plaisir à commenter des matchs? Parce qu'on se dit que les finales et demi-finales, c'est un petit plus, mais c'est pas forcément les plus beaux matchs du tournoi. Loin de là, très loin de là. Là, j'étais à Monte-Carlo et j'ai bien préféré certains matchs du premier ou deuxième tour que des matchs plus tard dans le tournoi. Parce qu'en fait, l'enjeu, il est toujours là, l'enjeu. Même au premier tour, il y a un enjeu. Comme c'est un truc de gladiateur, c'est un 1 contre 1. C'est pour ça que c'est fabuleux le tennis. C'est la confrontation de 2 gars, 2 individus, ça peut être 2 filles évidemment, mais deux individus qui vont se mesurer, et il y aura forcément un vainqueur et un perdant. Il n'y a pas de match nul, il n'y a pas de faux fuyants, de conneries, d'excuses à trouver en disant oui, mais bon. Non.
Si tu es blessé, ben, c'est que c'est un sport, donc tu étais moins fort physiquement, tu as perdu. Si tu as perdu techniquement, si tu as perdu parce que l'autre servait mieux, voilà, donc tu as perdu ou tu as gagné. On a eu la chance de vivre dans une période extraordinaire avec Federer, Nadal, Djokovic. Est-ce que c'est quelque chose de spécial de commenter les trois monstres? Oui, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on a conscience, quand on le fait, on a conscience quand même de la période qu'on vit et des monstres qu'on a en face de soi. Et sans parler de préférence ou de sensibilité, est-ce que vous avez des anecdotes à partager avec nos spectateurs qui illustrent la grandeur des trois? Bah oui, oui. D'abord, ils sont très différents, mais les trois, je sais pas, ils ont cette espèce de, à la fois de classe, relativement ou totalement, relativement accessible aussi. Il y a une aura qui se dégage, un mot à la mode. Ouais, une aura, on peut dire ça aussi. Et puis surtout, cette capacité à être tout le temps bon. Ça paraît fou, mais c'est pas banal, quoi. C'est rarissime. On voit bien d'ailleurs. Là, les successeurs, ils ont des jours sans. On retrouve rarement les mêmes en finale de tournoi. Là, Indian Wells, c'est Draper. Miami, c'est Menzik qui gagne. Là, c'est Alcaraz à Monte-Carlo, etc. Sinner en Australie. Mais eux, ils étaient là tout le temps, quoi. Tout le temps en demi, tout le temps en finale. Avec en plus un Murray, un Wawrinka qui arrive à se mêler à la lutte, à en gagner quelques-uns. C'est incroyable. Avec cette arrivée de Federer dans un premier temps, suivi par Nadal, par Djoko, on se dit... en fait, ils se sont vraiment nourris les uns les autres. N'est-ce pas? Mais ouais, mais c'est ça. Hein. Je pense pas que Federer aurait duré autant s'il n'y avait pas eu Nadal. Je pense pas que Nadal aurait existé à ce point-là s'il n'y avait pas eu Federer avant. Et Djoko, qui est finalement le plus performant, moi je dis pas le plus grand, parce que grand ça veut dire aussi plein de choses. On peut parler de l'empreinte que laisse, le style de chacun, etc. Mais en tout cas, le plus performant c'est certain, le meilleur. Et ben, le meilleur, il l'a été aussi parce qu'il y avait ces deux exemples-là qui ont vraiment poussé ce gars-là, Novak Djokovic en l'occurrence, à se surpasser, à sans cesse s'améliorer, à se transcender pour devenir en fait la meilleure version par rapport aux deux autres. Mais donc, sans un des trois, le trépied, il marche pas et ça, tout s'écroule, quoi. C'est le cas de le dire. Et pour passer sur l'actualité 2025 et les petits jeunes, on a quelques jours du Masters de Madrid, quelques semaines de Roland Garros. Avant de parler de la saison sous terre battue, on a une saison plutôt étrange avec le titre de Sinner en Australie, donc numéro 1 mondial, sa suspension, le fait qu'il va revenir à Rome, puis Hambourg, il va le jouer juste avant Roland Garros. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire-là? C'est pas très clair. Hein. J'ai trouvé que c'était un peu un accommodement. J'ai jamais vu, moi, une espèce de truc à la carte où on dit tiens, regarde, qu'est-ce que tu penses? On s'arrange comme ça, 3 mois, ça te va? On fait commencer ça juste après l'Open d'Australie, comme ça tu rates pas Grand Chelem, puis tu reviens chez toi à Rome. Après, il n'est pas suspendu pour dopage, hein, il est suspendu pour, en gros, négligence. Ouais. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Personne ne pense, en tout cas, dans les instances, on a totalement accepté et cru sa version. Le gars a été victime d'une négligence. Sa faute, c'est qu'il aurait dû contrôler son préparateur physique et son kiné qui ont fait l'erreur avec cette crème, le Postebol. Bon, mais je comprends que ça soit un peu dur à avaler et qu'on se dise, tiens, c'est quand même bizarre tout ça. Moi, en tout cas, je crois évidemment dans la version du gars et j'ai hâte qu'il revienne pour voir si, déjà, il va revenir comme si de rien n'était, ou mine de rien, le fait qu'il n'y ait pas d'activité autre que l'entraînement pendant 3 mois, est-ce que ça va l'impacter ou pas? Est-ce qu'il va être capable de revenir direct en gagnant ses matchs à Rome, soulever le trophée, faire une bonne semaine à Hambourg si besoin, et puis ensuite attaquer Roland? Ou est-ce que finalement il va sentir un peu, puis le côté paria, est-ce qu'il va assumer? Et puis derrière, est-ce que tout de suite il va être bon sur le terrain? C'est une question qu'on peut se poser. Et il y a Serena Williams qui a réagi ce matin, qui a dit que si, sur la situation de Sinner, si ça est arrivé à elle, elle aurait pris 20 ans. Oui, mais c'est un peu à l'emporte-pièce, c'est un peu gratuit. C'est-à-dire que oui, elle peut toujours dire ça. Le cas ne s'est pas présenté. Rien ne dit qu'elle aurait été spécialement massacrée. C'était quand même une énorme icône. Elle avait aussi comment dire, une aura qui faisait que peut-être on n'en sait rien. Et elle-même ne le sait pas. Donc, j'accorde pas toujours de crédit à ce genre de déclaration parce que c'est un peu gratuit.
Et son principal rival à Paris sera bien entendu Carlos Alcaraz, récent vainqueur à Monte-Carlo, avec un niveau de jeu, notamment sur la finale par moments, assez stratosphérique. Est-ce que c'est le principal favori à sa propre succession? Oui. Oui, je vois pas. Aujourd'hui, je vois pas quelqu'un qui puisse dire j'ai plus de moyens sur le terrain que Carlos Alcaraz pour gagner Roland. En plus, il l'a déjà fait. Ouais. Donc ça, c'est bien parce que il n'a plus ce poids de l'histoire. Il est espagnol, donc on compare forcément à Rafa. Et le fait qu'il n'avait pas encore gagné l'an dernier, on a bien vu en finale que c'était très dur, y compris en demi d'ailleurs contre Sinner. C'était très dur d'assumer. Vraiment, il doit perdre cette finale. Il mène 5-2 dans le troisième, il se fait dépasser, il prend 5 jeux d'affilée, ça fait 7-5 Zverev de manche à une. Voilà, et puis Zverev plonge comme souvent dans l'adversité, et Alcaraz en profite et revient super bien. Mais là, le fait qu'il ait déjà gagné, je pense que ça Ça va soulager. Oui, et puis le fait qu'il ait gagné Monte-Carlo tout de suite, dès qu'il revient comme ça, le premier tour sur terre battue, il a fait un mauvais Indian Wells et surtout un très mauvais Miami. 2 mauvais matchs là-bas, entre Draper et puis le match contre Goffin. C'est très fort qu'il ait gagné Monte-Carlo dans ces conditions. Donc on verra ce qui se passe à Madrid et Rome, mais quoi qu'il se passe, je pense quand même qu'il aura... Enfin, ça va être extrêmement intéressant de voir tous ces matchs à Roland, mais non pas qu'il ait non plus une marge de sécurité énorme sur les autres. Ouais. Mais vous venez de le dire, Alcaraz a une espèce de trou d'air au moment de la tournée américaine au mois de mars. Contre-performance, je mets ça en grosses guillemets, en quart contre Djokovic en Australie. Est-ce que la pression parfois ne le rattrape-t-elle pas? La pression, ça veut tout dire et rien dire. Hein. C'est les attentes, c'est lui, ses attentes à lui, c'est parfois il n'est pas préparé, parfois tactiquement il se trompe, parfois il se fait un peu abuser. Et puis il y a un truc qu'il faut bien voir, hein, c'est que il a tellement tous les coups du tennis. Il sait tout faire que le choix parfois est difficile. Parfois il peut se tromper, il dit tiens je vais faire un amorti, tiens je vais plutôt aller au filet, tiens je vais reculer, je vais faire un lift, je vais accepter l'épreuve de force du front, etc. C'est très dur de faire le choix. Et du côté de Novak Djokovic, on est un peu dans l'inconnu, parce qu'il y a eu de bonnes choses en Australie. Il y a eu une finale à Miami, une contre-performance contre Tabilo à Monte-Carlo, mais ça c'est maintenant un peu habituel, la contre-performance de Novak à Monte-Carlo. Où est-ce que vous situez Novak Djokovic dans les favoris pour Roland Garros? Bah, à part, Ouais, très voilà. à part. Oui, Djokovic est à part parce que c'est lui. Parce que à tout moment, si il est bien préparé et s'il a envie, et à 37 ans, bientôt 38, il se lève le matin pour gagner un 25e Grand Chelem, ça a plus de chances de se faire à Wimbledon. Ouais. Mais s'il joue Monte-Carlo, s'il confirme Madrid comme il l'a fait, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour aller tamponner son permis de séjour là-bas pour 3 jours et puis faire un match fantomatique comme il l'a fait contre Tabilo. C'est quand même qu'au fond de lui, s'il paye Murray comme il le paye et il a réussi à le convaincre de l'accompagner, encore une fois, c'est pas non plus juste pour parce qu'il aime bien le circuit et qu'il est content, quoi. C'est évidemment pour des grandes choses, donc pour gagner Roland Garros. Et s'il joue Roland Garros, c'est pas juste pour faire un 8e de finale. Après, il s'est blessé l'an dernier à Roland. Donc peut-être qu'il poussera, il va peut-être pousser moins la machine à Roland, si vraiment il a des matchs difficiles, qu'il ne le ferait à Wimbledon, parce qu'il sait quand même que vu la surface, vu la difficulté physique de la chose, il a plus de chances de gagner Wimbledon que de gagner Roland Garros. Et côté français, on a 10 Français dans le cut initial pour Roland Garros, plusieurs d'entre eux qui performent depuis le début de saison, je pense à Arthur Fils évidemment, ou Alexandre Muller. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir une belle surprise côté français à Roland? Oui, à commencer par les 2 noms que vous avez cités. Alexandre Muller, c'est une progression magnifique, à 28 ans. Il a énormément progressé, il est beaucoup plus offensif, plus agressif, il fait plus de choses sur le terrain, il fait des petites amorties, il est capable de finir les points au filet, il avance dans son terrain, etc. C'est vraiment une évolution, toujours avec aussi une très belle préparation physique. Tout ça est vachement vraiment admirable. Arthur Fils, c'est aussi tout à fait étonnant de voir à 20 ans seulement comme il arrive à évoluer, très bien évoluer, avec toujours cette régularité qu'il a acquise là. Là, c'est 4 quarts de finale de suite désormais. Barcelone, c'est prodigieux, parce qu'il revient de Monte-Carlo. Il y a quand même un gros match contre Alcaraz, il n'est pas loin de le gagner. Il fait un très beau parcours là-bas. Il avait fait aussi une super tournée aux États-Unis.
Barcelone, c'est vraiment tout sauf un tournoi facile. Il prend 2 Espagnols au premier tour et au deuxième. D'entrée, en plus, on ne le fait pas souffler. Dès le mardi, il est programmé. Mercredi matin, il a son deuxième tour. Paf, il gagne aussi en 2-7. Carreño d'abord, Martinez ensuite. Ça en dit long sur les capacités du bonhomme, quoi. On sent qu'il est, aujourd'hui, tout à fait capable d'enchaîner, toujours motivé, même pas forcément, pas uniquement par les grands matchs. Il est là aussi sur les matchs un peu plus difficiles, sur des cours moins grands, en chapeau sur l'énergie qu'il donne, l'attitude qu'il a, la croyance qu'il a en lui-même et l'ambition. Et pour rester sur Arthur Fils, vous le voyez capable de rentrer dans le top 10, d'aller chercher une grosse victoire ou un gros titre cette année? Oui, c'est une question de semaine. Franchement, j'ai aucun doute là-dessus. Les gros joueurs, il les a déjà battus. Il a battu Zverev, par exemple, à Miami. Il bat Tiafoe. Il met 2-7 à Roublev sur terre battue à Monte-Carlo. Donc les gros joueurs, on sait qu'il est capable de les taper. Il est tout près de battre Alcaraz à Monte-Carlo. Donc il est déjà là. Moi, je l'attendais plus sur justement, entre guillemets, les petits matchs, ou en tout cas, les 2 premiers tours de tournoi. J'avais pu lui parler d'ailleurs juste avant Monaco. Et il me confirmait que oui, c'est vrai, sur les premiers, deuxièmes tours, il avait plus de mal, parce qu'il fallait qu'il se mette dans le truc, quoi. Et ben là, visiblement, il prouve que déjà, il a su apprendre ça. Donc il ne fera pas tout le temps minimum quart de finale partout, mais il a quand même réussi à bien réduire l'incertitude, et ce qu'on voit est très encourageant. Donc qu'il soit top 10 avant même la fin de l'année, j'en suis certain. Pour moi, c'est vraiment une question de temps, et de temps court, et qu'il soit capable de battre des gros joueurs. Je suis sûr qu'il sera capable de faire un bon Roland ou un bon Wimbledon, ou les deux. Mais il peut très bien faire un 2e ou 3e tour, bien sûr. Hein. Ça peut arriver quasiment à tout le monde. Mais en tout cas, je pense qu'il va arriver à Roland avec une confiance, avec un physique, avec une ambition qui sont propices aux belles victoires. Et avant de passer à un petit enchaînement de questions plus ponctuelles, un dernier mot sur un Français qui n'arrête pas de nous surprendre, Gaël Monfils, 38 ans, toujours performant, toujours dans le top 50. Est-ce que vous pensez qu'il peut nous offrir un dernier frisson, une dernière grosse victoire, une dernière performance? Bien sûr. Sur quelques matchs, moi j'ai été très ému par le match contre Sébastien Baez il y a 2 ans, à Roland, en session de nuit. C'était phénoménal. Il menait 4-0, on se dit c'est le 7 de trop, 4-0 au 5e, je crois qu'il y a balle de 5-1, ou il y a peut-être même 5-1. 4-0, balle de 5-0, je crois. C'est prodigieux ce qu'il fait derrière. Et là, 2 ans plus tard, c'est vrai qu'il est encore performant, encore capable de battre presque n'importe qui sur un match comme ça. Donc, je ne vois pas être capable physiquement d'enchaîner évidemment 4 matchs, quoi qu'il l'a fait en Australie, mais à Roland sur terre comme ça, mais il est capable de vraiment nous offrir au moins 1, voire 2, peut-être 3 matchs de très grande qualité. Et rien que pour ça, merci Gaël, c'est fabuleux. Et puis même pour Roland Garros, pour une tête de série, le prendre au premier tour, c'est tout sauf un cadeau, pas... absolument. Voilà. Ah oui. Ça, il n'y a pas une tête de série, surtout dans les 10-15 premiers, qui vont se réjouir si on met le nom de Gaël Monfils à côté du leur. Je trouve qu'il y a lui et il y a Berrettini qui est premier out, qui est 33. Oui, mais ils ont encore lui et Berrettini. Les têtes de série, c'est pas figé. Oui, c'est ça. Donc ils ont encore tout le temps d'aller Berrettini le sera certainement. Ouais. Voilà. Donc, mais c'est vrai que ce qu'on appelle les flotteurs, là, ceux qui sont après 32, il faudra voir qui sont ces joueurs-là. Et Gaël, a priori, ne sera pas dans les 32 premiers. Et il sera extrêmement dangereux pour n'importe qui au premier tour. C'est sûr. On passe aux petites questions ponctuelles. Le plus beau match de l'histoire du tennis? Ah, que j'ai vu dans le stade, c'était la finale, je pense, Federer-Nadal de l'Open d'Australie 2017. Ouais. C'était monstrueux. La Federer-Nadal de 2008 à Wimbledon, je ne l'ai pas vu dans le stade, mais c'était évidemment un match prodigieux. Le Borg-McEnroe de Wimbledon, pareil, que j'ai vu ensuite, j'étais beaucoup trop jeune à l'époque, mais je l'ai vu plus tard, c'était aussi ça. Et c'était prodigieux. Il y a quand même plein de trucs, quoi. C'est très difficile de dire le plus beau, mais que j'ai vu de mes yeux, c'est le Federer-Nadal de l'Open d'Australie 2017, la finale. Le plus beau match que vous avez commenté? Celui-là, mais j'ai une tendresse particulière pour le Tsonga-Nadal de 2008, la demi-finale, parce que plein de gens, de grands experts, et ils n'avaient pas forcément tort de penser ça, avant le match, avant cette demi, disaient Tsonga n'a aucune chance. Aucune chance, Nadal est en super forme physique. Et son coup droit de gaucher sur le revers de Jo, ça va être un massacre. La diagonale, coup droit de gaucher, revers de Jo, il ne pourra pas exister.
Et on sait très bien que le tennis, c'est pas aussi simple. C'est pas de la balistique, c'est pas que de la géométrie ou des mathématiques. Et en l'occurrence, Jo a joué un tennis fabuleux. Il a mis 2, 3 et 2 à la régulière. Et il a atteint son espèce de pic, parce qu'il n'a jamais fait un match aussi plein, aussi incroyable ensuite de toute sa vie, à ce point-là de perfection, où il lui marchait dessus, il était dans une espèce de zone dingue. Et assister à ça et voir ce jeune mec, qui était quand même, il devait être 30e, 35e mondial à l'époque, aller aussi loin, alors qu'il était déjà en demi-finale, ça aurait été un deuxième tour, un troisième tour, j'aurais dit, ah, c'est déjà pas mal. Mais là, en demi-finale de Grand Chelem, pour la première fois, il m'avait bluffé complètement. Le match que vous auriez aimé commenter? Et ben, ouais, c'est sympa ça. Peut-être. Oh bah ouais, Noah Villander 83. Ah bah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est Juste pas pour si pouvoir fait, dire, ah là là, incroyable. Oui. Sans patriotisme, le plus beau tournoi du Grand Chelem. Du Grand Chelem. Ouais. Ah, moi, Wimbledon, j'ai un faible. On est d'accord. Le plus beau tournoi de l'ATP. Il y a pas mal qui sont lisses pour À ça. part Marrakech, évidemment, qui vole. Marrakech est très au-dessus. Indian Wells, c'est devenu quand même un sacré truc. Mais après, dans les tournois moins connus, vous avez le Queens, hein, Ouais, il est pas mal le Queens. Hein. Ça, c'est très sympa. Vous aviez aussi Istanbul, il était, quand Federer l'avait joué, ouais. C'était aussi un sacré truc. Vous avez Tokyo, à l'Ariake Coliseum. Ouais. C'est fabuleux. Ah ouais. Ah ouais, Tokyo. À faire, Tokyo. Le 500 de Tokyo. Le plus beau revers de l'histoire. À deux mains ou une main, les deux? Ce que vous voulez. Plus beau revers. Je vais dire Wawrinka, tiens. Le meilleur joueur français de l'histoire. Noah. La meilleure saison d'un joueur dans l'histoire. Alors, McEnroe 84. Federer en 2005-2006, peut-être, les deux. 2004 même. Ça peut être une de ces trois saisons. C'est les années de domination incroyables. Ouais. Djoko, évidemment, en 2011. Voilà. Ouais, je dirais peut-être McEnroe 84, parce que... Puis on a le recul, donc ouais. c'est... On voit que le gars, à part cette finale de Roland, il gagne tout quasiment, c'est phénoménal. La plus belle finale de l'histoire de Roland Garros. La plus belle... La plus belle... Bah, Wawrinka Djoko, elle est dingue, quoi, parce que Wawrinka a un niveau, mais qui est monstrueux, quoi. 2015, il a gagné l'année d'avant l'Open d'Australie, et là, il arrive en finale, et il lui roule dessus. On sent, alors que c'est peut-être le premier Roland de Djoko, super motivé, il a battu Nadal, il fait un super tournoi évidemment, il est favori de cette finale, même s'il gagne un set, à aucun moment on se dit il va le taper. Donc Wawrinka est monstrueux sur ce match. Bah, pour une anecdote sur ce match, je suis en tournoi de clôture, je joue au foot à ce moment-là, et la finale du tournoi est ce jour-là, l'après-midi de la finale de Roland Garros. On est avec tous mes amis, on est tous pour Wawrinka, parce qu'on est pour Federer, on veut pas ou Nadal, et on veut pas que Djokovic gagne Roland. Djoko prend le premier set, on est au bout, on arrête de regarder, on va bord terrain de foot suivre la finale du tournoi. Et un des parents de nos amis qui était resté regarder le match, qui vient, qui nous dit Wawrinka a gagné en 4-7. C'était extraordinaire ce jour-là. Et le moment tennis le plus émouvant de votre carrière? Un moment tennis émouvant? Ça peut être un adieu, une victoire, une défaite, un titre. Quand Amélie Mauresmo gagne son premier titre du Grand Chelem en Australie en 2006, parce qu'elle mène 6-1, 2-0, on sent qu'elle est vraiment au-dessus face à Justine Hénin, mais on sent qu'il y a quand même encore une route qui n'est pas finie, quoi. Il n'y a que 2-0 dans le deuxième. Et tout d'un coup, Justine qui vient lui serrer la main, qui abandonne. Et on se dit, ça y est, elle a enfin gagné son premier Grand Chelem après tous ses doutes, tous ses espoirs. Et là, on se met à sa place et on se dit, en plus, je l'ai côtoyé juste après, le lendemain aussi.
Donc j'ai pu voir à quel point c'était évidemment impactant et énorme pour elle, c'était une déflagration. Et d'avoir pu vraiment approcher ce truc-là et témoigner de ça et être au plus près de ça, pour voir vraiment à quel point ça a changé sa vie, c'était assez prodigieux de voir ça. Oui. On passe, dernière séquence, j'y crois pas, je vous une série d'affirmations, vous me répondez j'y crois pas. Novak Djokovic vainqueur d'un grand chelem en 2025. J'y crois. Arthur Fils en demi de Roland Garros. J'y crois. Moussetti vainqueur en Masters 1000. J'y crois pas. Tsitsipas de retour dans le top 10. J'y crois. Medvedev de nouveau sacré en grand chelem. J'y crois pas. Zverev enfin vainqueur en grand chelem. J'y crois pas du tout. Nouveau doublé Roland Wim pour Alcaraz. Dur, mais j'y crois. Alcaraz finit la saison numéro 1 mondial. Ouais, j'y crois. Alexandre Muller rentre dans les 30. J'y crois totalement. Mon fils en deuxième semaine de Roland Garros. Dur, mais j'y crois, ouais. 8e, pourquoi pas. Un nouveau vainqueur en grand chelem. Ah oui, j'y crois. Un nouveau titre ATP pour Wawrinka. Un titre? Ouais. Ah. Allez, ouais, j'y crois, c'est possible. Et enfin, Arthur Fils au Masters de Turin. Ah ouais, oui, tout à fait. On y croit. On y croit. Merci d'avoir été avec nous, Frédéric Verdier. Merci à vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur C'est plus que du sport. Salut.